Imaginez un instant votre pelouse, ce tapis vert qui s'étend sous vos pieds. Maintenant, imaginez qu'au lieu d'un gazon vert uniforme, vous découvrez une prairie foisonnante de vie, de couleurs et de diversité. La tonte différenciée, c'est cette approche qui défie nos conventions esthétiques pour embraser une biodiversité florissante. Embarquez avec nous pour découvrir les multiples facettes de la tonte différenciée, ses bénéfices écologiques et les merveilles qu'elle peut apporter à notre environnement au quotidien. Bienvenue dans le podcast d'Adalia, votre rendez-vous dédié à l'environnement et à la préservation de la biodiversité. De la gestion différenciée des espaces verts à la conservation des espèces menacées, en passant par des conseils pratiques pour créer un jardin accueillant pour les auxiliaires et les pollinisateurs, notre podcast vous donnera les clés pour devenir un véritable protecteur de la biodiversité. Embarquez avec nous pour un voyage passionnant au cœur de la nature. Chez Adalia, nous œuvrons pour plus de nature dans les espaces verts et les jardins en Wallonie. Pour cet épisode, je suis accompagnée de Julie Martens, conseillère technique chez Adalia 2.0. Julie, peux-tu, dans un premier temps, nous en dire plus sur la tonte différenciée ? Bien sûr, Isandrelle. La tonte différenciée consiste à tondre moins souvent certaines zones de son jardin, en quelque sorte d'oublier une partie de son jardin. Elle permet donc d'avoir à la fois des zones de hautes herbes riches en biodiversité et des zones tondues permettant de circuler dans le jardin. La tonte différenciée est une manière d'entretenir sa pelouse en tenant compte des espaces au jardin et de leurs utilisations. Il a été démontré que moins de la moitié d'une pelouse est utilisée comme telle. L'idée est donc de gérer le reste de façon différente. Pour cela, il est nécessaire d'amener une réflexion globale sur nos pratiques de jardinage et une remise en question de la perception que nous avons des pelouses traditionnelles. La tonte différenciée au jardin, c'est accepter en certains endroits de ne plus voir un gazon vert, ras et monotone, mais de concevoir sa pelouse comme un milieu vivant qui évolue et s'équilibre et où la flore spontanée réalise un cycle complet, de la germination à la floraison, pour finir par la montée en graines. Et de ce fait, attirer de nombreux animaux sauvages. Finalement, il s'agit d'une gestion plus écologique des jardins, qui fait place au naturel et remet en question le tout horticole, mais attention sans pour autant le bannir. On pourrait donc résumer la tonte différenciée comme faire le choix de ne pas tondre sa pelouse pour laisser plus de place à la biodiversité. Mais en pratique, est-ce si facile que ça de pratiquer la tonte différenciée dans son jardin ? Est-ce que c'est accessible à tout le monde ? Mettre en pratique la tonte différenciée dans son jardin est relativement simple et peut être adapté à ses préférences et ses besoins spécifiques. Par exemple, on n'est pas obligé d'adopter cette méthode sur l'entièreté de notre pelouse. Concrètement, il est nécessaire d'avoir une vue globale de son jardin et de créer des zones allant de celles les plus utilisées comme les zones de loisirs, de détente, les terrasses, aux zones les plus sauvages comme le fond de jardin, les abords d'un compost, etc. Au moment de définir ces zones, il faudra tenir compte de plusieurs critères. L'utilisation de cette zone, la situation dans le jardin, le lien social et le potentiel d'accueil de la biodiversité. Une fois ces différentes zones définies, il faut fixer les fréquences de tonte d'entretien de ces zones. Les zones à forte fréquentation seront entretenues de façon traditionnelle, là où les zones les plus sauvages peuvent être fauchées une fois par an. Au moment de cette réflexion, on peut se rendre compte que certaines zones étaient souvent fréquentées alors qu'elles ne le sont pas, et inversement. L'idéal est donc de matérialiser les zones que vous souhaitez transformer en prairies de fauche pendant plusieurs semaines et voir si le choix est opportun compte tenu de leur usage. Ensuite, une fois ces zones définies, la meilleure gestion naturelle est de ne rien faire. On dit souvent dans la conception écologique des espaces verts que le meilleur jardinier est le plus paresseux. En théorie, cela paraît simple en effet. Mais dans la pratique... J'ai commencé à pratiquer la tonte différenciée il y a environ 2 ans, lorsque j'ai découvert la campagne En mai tonte à l'arrêt. Et donc c'est à partir de ce moment-là que je me suis intéressé au concept, en laissant quelques mètres carrés dans le fond du jardin non tondus forcément au mois de mai, et puis j'ai tondu au mois de juin. Et l'année d'après, je me suis dit pourquoi pas laisser un peu plus longtemps en observant des fleurs sauvages apparaître spontanément.
Et donc comme ça, j'ai laissé plusieurs mètres carrés, voire une dizaine de mètres carrés comme ça, pendant tout l'été, non tondu, pour finalement faucher en fin de saison. Et c'est vraiment grâce à ça que j'ai pu observer beaucoup plus d'insectes, même des oiseaux. Et donc je me suis dit, ça peut paraître peu, une dizaine de mètres carrés, mais voilà, si chacun y met du sien, ça peut apporter vraiment un plus pour la biodiversité, pour la nature. Moi, je ne pensais pas que c'était possible de faire la tonte différenciée avec les enfants qui courent partout dans le jardin. Et puis, au final, j'ai décidé d'en discuter avec eux pour ne pas qu'ils aillent piétiner les fleurs, etc. Et en leur expliquant les avantages pour la nature, ils ont très vite compris. Et donc maintenant, on garde un espace de jeu avec les toboggans et les balançoires où c'est non tondu et un espace pour maman, pour elle aussi. Donc, d'ailleurs, dès la première année, on a vu des fleurs apparaître et des insectes venir. Et donc, c'était l'occasion de discuter avec eux et de les sensibiliser sur le sujet. Comme mentionné dans les témoignages, de nombreux insectes pollinisateurs vont apparaître au jardin au moment de faire la tonte différenciée. Quand on sait que ces êtres vivants jouent un rôle crucial dans la reproduction des plantes à fleurs et donc dans la reproduction de nombreux fruits et légumes que nous consommons quotidiennement, on ne peut qu'être motivé à laisser sa tondeuse au placard. Il existe également d'autres bienfaits. Julie, peux-tu nous en dire plus ? Effectivement, Isandrelle, les zones non tondues favorisent la biodiversité. Ce sont des sources de refuge et de nourriture pour de nombreux animaux. Certains insectes trouveront également un habitat dans les tiges creuses des végétaux non fauchés. Mais cela concerne aussi la vie sous le sol. Le fait de tondre de façon moins régulière limite l'impact sur la vie du sol. Un sol enherbé et vivant a de nombreux autres avantages. Premièrement, il participe à la lutte contre les inondations. Les systèmes racinaires des végétaux et les micro-organismes vivant dans le sol créent des petites galeries qui permettent à l'eau de pluie de s'infiltrer et évitent le ruissellement ou la stagnation des eaux de pluie. Plus il y a de vie, plus cela facilitera l'absorption de l'eau, ce qui rechargera les nappes phréatiques qui peuvent restituer cette eau en période de sécheresse. Les gazons contribuent également à la lutte contre l'érosion des sols. L'érosion du sol est l'arrachement de fines particules qui constituent la couche supérieure du sol et dont les plantes tirent la plupart de leurs nutriments. Une couverture végétale permet de fixer le sol grâce au système racinaire. Ensuite, les pelouses filtrent la pollution des eaux de ruissellement. Les eaux pluviales qui tombent et ruissellent sur les voiries et autres surfaces imperméables se chargent en hydrocarbures, métaux lourds et autres substances chimiques. Le gazon peut jouer un rôle de filtration et de rétention de ces eaux. Plus le sol est vivant, plus le travail de dépollution sera efficace. Les pelouses améliorent également la qualité atmosphérique. Le système racinaire d'une pelouse en bonne santé permet de stocker jusqu'à 20 fois plus de carbone qu'un potager ou un parterre arbustif. Les pelouses retiennent aussi la poussière atmosphérique. Plus la végétation est haute et dense, plus elle peut intercepter et retenir des particules présentes dans l'air. Ensuite, les pelouses permettent d'absorber les bruits ambiants au lieu de les réfléchir comme le fait le béton, l'asphalte ou les graviers. Même si l'effet sera plus faible par rapport à un arbre, les pelouses permettent de rafraîchir les milieux en procurant de l'ombrage au sol et grâce au processus d'évapotranspiration. Enfin, la végétalisation a un effet bénéfique sur l'humeur, le bien-être et la convalescence. En plus des avantages pour la biodiversité et la santé de votre jardin, la pratique de la tonte différenciée peut également présenter des avantages pratiques pour vous en tant que jardinier. En effet, vous allez faire de nombreuses économies. Premièrement, une économie de temps, en tondant moins souvent. Ensuite, une économie d'énergie. Effectivement, il y aura moins de passages avec la tondeuse, ce qui signifie moins de carburant ou d'électricité utilisée, ce qui peut également se traduire par des économies financières à long terme. Pour finir, vous allez aussi réduire l'usure de votre équipement de tonte. Merci beaucoup Julie pour toutes ces informations précieuses sur les nombreux avantages de la tonte différenciée au jardin. C'est vraiment fascinant de voir comment cette approche peut transformer nos jardins en havre de biodiversité. Maintenant, passons à un autre aspect important, l'entretien du jardin après avoir laissé pousser sa pelouse pendant 1 mois ou plusieurs mois. Bien entendu, il n'y a pas d'obligation de tonte, mais il est important de savoir que pour favoriser les plantes à fleurs, c'est mieux de faucher.
Ou sinon, un jardin qui n'est plus du tout fauché peut évoluer jusqu'au climax, c'est-à-dire une forêt. Du coup, Julie, peux-tu nous dire quand doit-on couper sa pelouse et que doit-on faire de la fauche ? En fait, Itandrel, cela dépend du but de la réalisation d'une tonte différenciée. Pour permettre aux plantes à fleurs de faire leur cycle complet, de la germination à la floraison pour finir par la montée en graines, l'idéal est de ne pas faucher avant le mois de juillet. Ensuite, si le but est de préserver la faune sauvage, le fauchage devra être plus tardif, donc dans le courant du mois d'octobre. Même si le fauchage est tardif, il aura toujours des conséquences néfastes pour la biodiversité. Si vous en avez la possibilité, l'idéal est donc de faucher chaque année une zone différente et de maintenir une zone refuge non fauchée où la faune sauvage pourra passer l'hiver, comme les tiges creuses de plantes, s'abriter sous les herbes hautes couchées, etc. Ces zones permettront également de fournir une nourriture hivernale aux granivores et serviront de site de nidification pour beaucoup de papillons qui pondent sur ou sous les feuilles près des tiges. Si ce n'est pas possible de maintenir une zone non fauchée, l'idéal est de laisser l'herbe fauchée quelques jours sur place pour permettre aux petits invertébrés de fuir et de trouver refuge ailleurs. Les produits de fauche sont ensuite exportés et peuvent servir d'excellent compost ou de paillage. Il est intéressant aussi de commencer par tondre par le centre de la pelouse et d'avancer vers les extrémités pour que la petite faune ne se retrouve pas piégée au milieu. Pour finir, il me semble important de dire que plus un gazon est tondu court, plus il aura un enracinement superficiel et donc plus il sera sujet au stress hydrique et au jaunissement lors de périodes de forte chaleur. Pour conclure, la pratique de la tonte différenciée illustre parfaitement l'importance de repenser nos normes esthétiques pour une coexistence harmonieuse avec la nature. En abandonnant l'idée d'une pelouse parfaite uniforme, au profit d'une approche plus écologique et respectueuse de la biodiversité, nous pouvons créer des espaces verts qui soutiennent la vie sauvage tout en nous offrant des avantages pratiques. En reconnaissant et en valorisant la diversité des habitats au sein même de nos jardins, nous pouvons contribuer à préserver la santé de nos écosystèmes. Vous avez envie d'aller plus loin pour favoriser la biodiversité et construire votre jardin de demain ? N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à vivre sur nos réseaux sociaux et à consulter notre site internet adalia.be. Un podcast de l'ASBL Adalia 2.0 avec le soutien de la Wallonie.